deux anecdotes rigolotes. Ah ben ça va, c'est bien. Je l'espère. Montrant la bougeatterie de la haute bourgeoisie. J'étais ami avec Claude Quin, qui était l'ancien président directeur général de la RATP à Paris. Et Claude Quin avait des amis un peu dans tous les milieux, et un jour il était invité dans un repas mondain, et il était près de la maîtresse de maison. Et puis il tenait le crachoir, etc. C'était quelqu'un d'intelligent, de sympathique, etc. Claude Quin. Bon. Et la maîtresse de maison se retourne vers l'épouse de Claude Quin en lui disant « Mon Dieu, je n'aurais jamais cru qu'un communiste puisse se tenir si bien à table. » Voilà. Bon. Ensuite, deuxième observation peut-être rigolote, je note que dans la période récente, on vous traite de populiste, parce que vous êtes anticapitaliste, vous critiquez le capitalisme. Moi, ça fait 50 ans que je le critique, le capitalisme, puisque j'ai eu même l'honneur d'être secrétaire régional de la CGT, ici, dans la région, dans le coin. Et donc, ça fait 50 ans. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous êtes populiste. Il y a un progrès énorme en matière de linguistique et en matière de symbolique, parce que de mon temps, comme disait l'autre, dans les années 80, j'étais traité de ringard. Donc, du ringard au populiste, je ne sais pas s'il y a un progrès, mais en tous les cas, les mots sont plus choisis. Alors, maintenant, deux questions. On parle du salaire des patrons. Qu'est-ce que le salaire? Est-ce que c'est un salaire ou est-ce qu'il y a l'ensemble des revenus, intérêts, plus-values, etc., revenus du patrimoine des compagnies? Parce qu'aujourd'hui, il vient de sortir une étude sur le salaire des patrons. Celui qui en gagne le plus, c'est 6 millions d'euros par an. Et la moyenne, c'est presque 7 millions d'euros. On en parle à la radio en ce moment. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le salaire des patrons? Et est-ce que les nouveaux patrons, il y a 40 ans, parce que nouveau patron, nouvelle dynastie, on était plus jeune que ça, hein, quand on l'a lu. Voilà, j'avais fait d'ailleurs une note de lecture dans une revue économique de la CGT. Vous m'aviez envoyé une petite carte de remerciement. Oh, monsieur, c'est adorable. Enfin, voilà. Voilà. C'était adorable. Est-ce que ces nouveaux patrons, ce que j'en ai tiré, c'est qu'ils avaient une peur bleue de la mort et de la rupture de la dynastie. Dans le rapport à la mort, posé, y compris, pouvait s'analyser de façon par rapport à la psychanalyse, par rapport à l'inconscient. Ensuite, le rapport aux femmes. Quand la femme ne rentrait pas dans la vision, moi ce que j'ai compris de la lecture, dans la vision de ce qu'ils envisageaient de faire, elle était quasiment répudiée ou il fallait l'isoler. Voilà. Et en même temps, ces nouveaux patrons, pour créer leur nouvelle dynastie, avaient l'habitude de faire du mécénat sur l'art nouveau, les choses contemporaines et pas les choses plus classiques qui étaient réservées à des gens qui avaient des dynasties déjà plus anciennes. Alors je voudrais savoir si 40 ans après, ils ont mûri dans leur dynastie, ils font dans le Louis XIV, le Louis XIII, etc., au lieu de faire dans l'art moderne. Voilà. Ben, je dirais qu'ils sont aujourd'hui, ceux qui ont déjà un peu de patine, ils sont dans le cumul. C'est-à-dire que l'art contemporain, qui est en phase vraiment avec le néolibéralisme, est parfaitement compatible avec l'amour de l'art des siècles précédents. Hein, dans cette classe-là, on est toujours dans le cumul. Il n'y a jamais, les choses ne s'opposent jamais. Il n'y a jamais de faux débat. C'est quelque chose qui nous a frappé, parce que nous, au CNRS, c'est vrai que combien de débats stupides on pouvait avoir tout était opposé. Il y avait des gens qui avaient raison et d'autres qui avaient tort, toujours dans une pensée substantialiste, alors que justement la notion de classe sociale, la théorie de Bourdieu, permet toujours de penser le réel de façon relationnelle. Et ça, c'est très puissant et c'est très fort. Alors voilà, par rapport au salaire, ben c'est toi, Dany, qui va répondre. Parce que, si, sur les salaires des grands patrons, parce que moi, je ne suis pas vraiment compétente, parce que
ça évolue très vite. Et puis, avec les nouvelles mesures fiscales d'Emmanuel Macron en 2017, il a supprimé l'ISF, mais en supprimant l'ISF, il a fait un cadeau en fait aux 100 plus riches de l'ISF, parce qu'il a enlevé, ce sont les valeurs mobilières qui ont été enlevées, puisqu'il a créé l'IFI, un impôt sur la fortune immobilière. Or, pour les 100 plus riches de l'ISF, là aussi, nous avons fait un petit coup dont on était content, Michel et moi, quand en 1999, lorsque Laurent Fabius était ministre de l'économie, on lui avait écrit une gentille lettre. Il se trouve qu'on s'était déjà rencontrés une ou deux fois. Je ne vous dis pas les circonstances, mais en tout cas, on pensait qu'elle pouvait nous aider. Et on lui dit, voilà, on a sollicité plusieurs fois Nicolas Sarkozy pour avoir accès au dossier des 100 plus riches de l'ISF. Il ne nous a jamais répondu et tout ça. On sent qu'il y est hostile. Vous qui êtes nouveau ministre, est-ce que vous pourriez éventuellement nous aider? Puis la lettre est bien mieux écrite, bien mieux circonstanciée que ce que je vous dis. Et par retour du courrier, Laurent Fabius nous dit « Je suis tout à fait d'accord avec votre proposition et je suis prêt à vous aider ». Donc j'en ai parlé à la DGI, au responsable de la Direction générale des impôts. Et donc ce sur quoi on s'est mis d'accord, vous allez aller les voir avec vos propres questions. Et puis, bien entendu, vous n'aurez pas accès au fichier des 100 plus riches de l'ISF parce que c'est le secret fiscal, c'est le secret bancaire, c'est le secret défense, enfin c'est le secret total, le secret des affaires. Mais par contre, ils vous donneront de manière anonyme les résultats. Et le résultat le plus important que nous ayons obtenu en 1999, c'est que pour les 100 plus riches de l'ISF, leur patrimoine était composé à 97,5% de valeur mobilière. C'est-à-dire que les yachts, les jets privés, les châteaux et tout le reste rentraient dans les 2,5% qui restaient. Et donc aujourd'hui, bien entendu, ça doit être encore beaucoup plus, 99%, parce qu'évidemment, les valeurs mobilières sont de plus en plus importantes dans la composition des patrimoines. Donc il a supprimé l'ISF, ce qui est un cadeau aux plus riches, au stock des plus riches, et en même temps, il a supprimé la solidarité, qui est pourtant inscrite dans l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Chacun doit payer ses impôts à la hauteur de sa fortune, donc là, c'est fini. Et en plus, il a créé ce qu'il a appelé la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique. Alors là, qui supprime la progressivité de l'impôt sur les revenus du capital. Et les revenus du capital sont désormais inférieurs aux impôts que doivent payer les salariés. Pour les revenus du capital, c'est forfaitaire à 12,8%. Il n'y a plus de progressivité. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, de très fort. Alors du coup, tandis que pour les salaires, nous, on monte toujours jusqu'à 45%. Mais ça, ils l'ont... Alors, je ne sais pas si tu seras d'accord avec la manipulation que j'ai repérée, mais de toute façon, je suis sûre que j'ai raison, hein, parce que je sais que c'est ça. C'est-à-dire que vous avez entendu que les revenus du capital étaient passés en fait à 30%, de 45% à 30%. Et la manipulation, pour qu'on puisse pas pour que vous puissiez pas comprendre que c'était 12,8%, a été la suivante. Quand il s'agit des revenus, des impôts sur le capital, sur les revenus du capital, ils intègrent la CSG et la CRDS, les cotisations sociales, et ça fait 30%. Mais par contre, quand il s'agit des salaires, évidemment, on ne le fait surtout pas, parce que sinon les gens se diraient « mais c'est pas possible, jusqu'à 65%. » Donc voilà, et puis ça a marché, Et donc du coup, pour finir sur cette question de la composition, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui quelle est la composition de ce qui est déclaré comme salaire. Parce qu'évidemment, avec des dividendes à 12,8%, vous avez bien intérêt à recevoir des dividendes
pour payer moins d'impôts. Donc ça a beaucoup joué. Je ne suis pas capable de vous donner des choses précises. Et toi, Dany? Non. Et il n'y a pas un économiste brillant là dans la salle qui pourrait... Hein? Bon, mais c'est pas grave. Enfin, en tout cas, vous avez l'essentiel. Il y a peut-être des déconomistes. Oui, mais je pensais que les déconomistes étaient les meilleurs dans leur discipline. Mais... Le champ est large. Hein. Oui, le champ est large. Bon. Voilà. Et puis, bon, en ce qui concerne tout ce que vous avez dit sur les dynasties, voilà, de toute façon, on peut comprendre que les nouveaux riches doivent multiplier les quartiers de bourgeoisie pour devenir vraiment à part entière, avoir les corps de classe, avoir les codes et avoir les bonnes manières. Mais je peux vous assurer que là, j'ai lu il y a 2 jours les mémoires de la fille d'Ambroise Croizat et qui raconte ses souvenirs de quand elle était au ministère à un moment où Ambroise Croizat était en train de faire la révolution de la sécurité sociale, de la réforme des retraites et tout ce qu'il a fait en 1945 lorsqu'il était ministre communiste donc, du travail et de la sécurité sociale, et que c'est savoureux le regard de cette petite fille sur ce monde étrange où son papa était à la fois adulé et malmené, quoi. Et donc c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a une question juste là. J'aurais aussi deux questions comme le collègue avant. Une qui est à titre personnel. Charlot, c'est la famille de l'éditeur qui a été le premier à avoir publié Albert Camus. Pardon? Il a demandé si Charlot c'était le premier. Ah non, Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. On n'a rien à voir avec Charlie Chaplin. Voilà. Mais enfin, c'est Charlie Chaplin qui m'a permis de m'approprier mon patronyme familial Charlot. Parce qu'au moins là, je me suis dit, c'est ça que je veux devenir un jour. Voilà. Sinon, ma question principale, c'est effectivement ça. Je voulais avoir votre sentiment sur la société d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste? Parce que la domination du capital et de la finance est partout, il est énorme, en France, dans le monde, en Europe. Et je prends le cas de la France. Nous avons des personnes dont vous avez évoqué là, sur le CAC 40, les gens qui ont des sociétés qui touchent des dividendes énormes. Je vais parler des grands patrons. Je peux vous donner quelques exemples, comme Bolloré, comme Lagardère, Arnaud et d'autres, qui sont passés à une étape supérieure, celle d'acheter les organes d'information. Et ils matraquent avec ces chaînes info en continu, ils matraquent tout ce qui est social. Ils ont un discours d'extrême droite, ils font des débats entre extrême droite et extrême droite. Il n'y a pas de contradicteurs. Et ils sont quand même en train de fabriquer l'opinion publique, même si effectivement pour moi, il me semble que la majorité des Français n'est pas dupe. Ils ne se laisseront pas avoir, comme ils ne se sont pas laissés avoir pour l'instant sur les différentes élections, même s'ils ont élu Macron, mais je pense qu'ils l'ont élu par défaut, parce qu'il a été élu avec 38% des voix. Et la plupart pour faire barrage au Front National, enfin, Rassemblement National. Comment on peut faire face à ces gens qui sont immensément riches? Quand on a vu que, par exemple, le régulateur des chaînes info, l'ex-CSA, aujourd'hui l'ARCOM, malgré les condamnations, les condamnations pécuniaires, mais pour les riches, de payer 200 000 francs, comme nous on paye 20 euros, peut-être, ou moins. Donc voilà, est-ce que vous êtes vraiment optimiste encore à travers vos ouvrages, à travers vos différentes conférences? Parce qu'on ne touche pas le vrai public. Le public, il est derrière des chaînes, il regarde la télé, il n'est pas ici à l'amphi. Donc voilà, je pense qu'on risque d'être emporté par cette vague de riches là, qui sont en train de s'imposer et de dominer cette société. Faire des omelettes. Oui, c'est ça. J'avais proposé qu'on fasse une omelette. Mais non, la seule chose que
que je peux vous dire, à partir de ce qu'on a vécu auprès de ces gens-là, c'est que ce sont des géants aux pieds d'argile et qu'ils le savent très bien. C'est-à-dire, au fond, quand je parle de leur mobilisation permanente, ils sont mobilisés. Parce que, si vous voulez, c'est fatigant hein, d'être dominant. Alors, c'est-à-dire qu'ils sont toujours sur le pied de guerre, ils sont toujours attentifs à l'éducation des enfants, aux professeurs. Il faut faire attention à surtout pas de mésalliance. Donc, ils ont construit une troisième instance de socialisation. Donc, il y a la famille, il y a l'école et puis il y a les rallyes. Et les rallyes, c'est tout un boulot qu'ils assument eux-mêmes au sein de leur classe. C'est les mères, les parents qui se mobilisent. Donc, ils sont tout le temps dans la mobilisation, ils sont toujours entre eux, dans cette sociabilité mondaine, parce que je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de cette vie collective en permanence. Ils prennent des petits déjeuners pour des hommes ou des femmes, voilà, dans des hôtels le matin. Je vous dis un peu ce qu'on a remarqué dans l'heure ordinaire. Et puis ensuite, c'est un repas à midi, un déjeuner au cercle. Et puis après, c'est un goûter, par exemple, chez Angelina à Paris. Voilà, c'est un endroit où ils vont beaucoup. Et puis après, c'est un verre. On ne dit jamais l'apéro. Hein, on dit un verre en fin d'après-midi, puis un dîner, puis il peut y avoir une première d'opéra. Mais je vous assure que c'est vraiment épuisant. Puis tous les week-ends au château, et puis après ils partent en vacances, ils se retrouvent dans des palaces où ils retrouvent automatiquement des gens qui leur ressemblent étonnamment, comme le pélican de Jonathan qui pond toujours un pélican qui ressemble étonnamment. Voilà, ils ont un bonheur de l'entre-soi qui est extrêmement fatigant, qui est un vrai travail, et donc ils sont mobilisés, mais ce sont des géants aux pieds d'argile. Ils savent très bien que leur fortune est basée sur le vol, sur la prédation des différentes formes du vivant, et qu'aujourd'hui, c'est pour ça que tout se durcit. Par rapport, là, vous avez l'inquiétude, évidemment, de la montée de l'extrême droite, mais ceci, et de toutes les guerres qui se déclenchent un peu partout dans le monde, c'est lié au dérèglement climatique. Parce que comment ils vont faire pour freiner le dérèglement climatique? Et c'est pas ce qu'ils font, de toute façon. C'est une aubaine aussi. Hein? Le dérèglement climatique, c'est aussi parfois une aubaine. Parce que oui, oui. Le choc, c'est aussi un moyen d'imposer des politiques qui sont hyper libérales parce que la population elle est en état de choc, donc elle n'a plus la possibilité. Voilà, donc la personne dit quelque chose de très juste et de très intéressant. Elle fait référence au travail de Naomi Klein, La stratégie du choc, et elle montre comment le dérèglement climatique est déjà instrumentalisé dès le début des années 70, est instrumentalisé pour une recomposition du système capitaliste où on aura en même temps un capitalisme fossile et un capitalisme vert. Mais tout ce qui est baptisé le développement durable et la douce transition écologique, c'est évidemment du pipeau. C'est vraiment une recomposition du système capitaliste. Voilà, j'ai été une bonne interprète. Ouais, parfait. Voilà. Une question juste ici. Ma question, c'est presque la même, en un sens, c'est qu'on est d'accord sur le constat, c'est-à-dire de l'impossibilité de la situation, on va dire, de fragilité, on va dire, des ultra-riches, en un sens, mais quels outils on a face à ça? Parce que comme l'a dit, du coup, le cher monsieur, malgré tout, on a quand même une situation où on est quand même assez seul sur tous les points, autant les médias, autant dans les instances politiques, enfin, je pense un peu tout regrouper ça. Et du coup, comment, quel véritable impact on a? Parce qu'on se fait défoncer dans la rue par des policiers surarmés en France, on se fait défoncer dans les instances politiques, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même très quadrillé, même s'il y a peut-être une fragilité quelque part qui nécessite cette violence. Quels outils on a? Nous, alors, on a plusieurs outils, mais faut-il encore savoir s'en servir? On a d'abord l'outil du nombre. Hein, on est les plus nombreux, je l'ai dit dès le début.
de cette soirée. C'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Eux, ce sont des prédateurs et ils sont une petite oligarchie du reste qui se resserre de plus en plus, puisqu'il faut qu'effectivement, il y ait vraiment une solidarité de classe extrêmement puissante, puisque aujourd'hui, le capitalisme est mondialisé, donc c'est un peu compliqué pour eux. Voilà. Nous, on est les plus nombreux, d'abord. Ensuite, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. C'est déjà pas mal quand on a vraiment conscience de ça. Et donc, voilà. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pour ça que je redis mon expression, qu'on est face à un rendez-vous historique avec lequel nous ne pouvons pas plaisanter, avec le dérèglement climatique. Eh bien, si nous ne sommes pas capables d'être solidaires. Regardez, aujourd'hui, là, c'est bien ce qu'on vit. Là, moi, je suis heureuse d'être avec vous. On est bien, ce que j'ai dit au début, que la pensée critique, lorsqu'elle est collectivement partagée, c'est déjà une forme de résistance. Donc, déjà, réjouissons-nous que ce soit possible. Organisé par 2 merveilleux étudiants, c'est la première fois qu'ils faisaient ça, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. On va voir si ça dure jusqu'à la fin. Hein? Et puis, après, se réjouir de tout ce qui existe. Je ne sais pas, toutes les zones à défendre, toutes les actions, là, l'intersyndicale, la NUPES, même si c'est menacé, et j'espère que ça va pouvoir se poursuivre, rien ne s'oppose, on doit toujours tous travailler ensemble. Les divisions, les querelles, les jalousies, les faux débats, mais aujourd'hui, c'est plus du tout à la hauteur de la gravité de ce à quoi nous avons à faire face. Donc, on s'en fout. De toute façon, on est tellement nombreux que jamais, comment pouvez-vous déjà imaginer dans un couple, mari et femme, on se dispute, alors comment voulez-vous qu'on soit tous d'accord, surtout à l'échelle de la planète maintenant, on n'aura jamais les mêmes idées, on aura toujours des désaccords. Donc, on fait comme dans la grande bourgeoisie. Eux, justement, ils s'en tapent de leurs différences. Quand les concurrences vont trop loin, il y a toujours un Marc Ladrade de la Charrière qui est envoyé pour négocier les problèmes du rachat de Gouchy entre François Pinault et Bernard Arnault. Ils règlent tout, ils ont plein de cercles, d'associations, de quartiers, de tas de trucs. Ils militent dans des tas de machins. Et à la fin, tout est coordonné. Eh bien, nous, c'est la seule chose qu'on a à faire. Il faut faire comme eux. Simplement, c'est plus compliqué puisqu'on est plus nombreux. Mais en tout cas, cessez de se critiquer. Il y en a qui sont au NPA, d'autres qui sont à la France Insoumise, d'autres qui sont à la CGT, la CFDT et tout ça. On n'a pas toujours les mêmes objectifs, mais si on est vraiment sincère avec ses idées, on sait que c'est aujourd'hui classe contre classe, on est face vraiment à un conflit frontal, la guerre de classe de Warren Buffett, et que voilà, et puis le reste, l'essentiel c'est qu'on gagne, qu'on sauve la planète et qu'on puisse vivre dans notre humanité, dans notre solidarité, loin du seul argent, enfin avec nos vies, quoi, et pas passer son temps à se mettre la rate au courbouillon pour leur donner des profits, ça c'est plus possible. On va peut-être prendre une dernière question. Ah, je crois qu'il y avait le monsieur là-bas qui est là depuis un petit moment. Le micro va pas être assez long. Ouais, il va falloir passer. Non, je voulais vous demander comment les classes dirigeantes, les riches, les familles voient l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Est-ce qu'ils ont une stratégie ou ils vont s'en accommoder par rapport à elle qui est même née à Montretout ou à Château, qui fait partie un peu de leur monde? Ah, complètement. Pousser Philippe, leur poulain, contre elle. Mais je pense qu'ils s'accommoderont plus
Alors, c'est-à-dire que dans la grande bourgeoisie, dans cette classe-là, ils ont toujours plusieurs options qu'ils ménagent en même temps. Et je pense sincèrement pouvoir dire que entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est la même pièce de monnaie avec les deux faces. Voilà. Et que donc ils font des... En fait, ils mettent jamais tous leurs œufs dans le même panier. Hein, donc Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Vous regardez les résultats électoraux. Jusqu'à la dernière élection de 2022, on pouvait constater que dans les beaux quartiers, le vote pour le Front National était largement en dessous du vote pour le Front National au niveau national. Hein, toujours en dessous. Mais avec l'arrivée d'Éric Zemmour, là, dans les beaux quartiers, tout a changé. C'est-à-dire que c'était Emmanuel Macron en tête et dans les 3/4 des cas, Éric Zemmour en seconde position dans les beaux quartiers. Donc, vous voyez, là, je trouve que cette information est importante pour voilà, être... donc, de toute façon, je vous rassure, je vous ai dit ça ne sera pas une omelette. On peut faire l'omelette. Je peux vous dire que ça ne sera pas une partie de chatouille. Qu'est-ce que je peux dire pour essayer d'adoucir ce qui nous attend? Mais je pense que notre force, c'est le nombre et notre solidarité. Et ça, c'est vraiment, vraiment important à intégrer, à savoir se foutre du fait qu'on n'est pas d'accord sur tout. Mais soyons d'accord au moins sur l'essentiel. Nous voulons vivre notre humanité, nous voulons vivre nos vies, nous voulons vivre notre solidarité sans eux. Voilà, tout simplement, sans eux. Mais ils auront le droit de vivre, hein, simplement. Les titres de propriété, le système capitaliste n'existera plus. Les titres de propriété ne pourront plus permettre l'exploitation des 3 formes du vivant. C'est comme ça. Merci à vous. Merci beaucoup, Annick Passon-Charlot. Il est quelle heure? Il est 19h30. Je propose qu'on s'arrête là. Si oui, moi ça me va bien. Oui. Puis en tout cas, je pense qu'on a au moins les ingrédients pour l'omelette. Maintenant, oui. Gagner. Voilà, bravo.